Un des grands plaisirs de ma vie, ça a été quand j'ai eu ma première feuille de paye. Ça a été de l'envoyer au proviseur du lycée où j'avais été viré en maths sup parce que je gagnais déjà à peu près 5 fois ce qu'il gagnait. Une boîte où des gens sont arrivés à se suicider n'est pas une boîte dans laquelle je pouvais rester. Non. No fear. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de l'échec. Faut vraiment pas avoir peur. On rebondit toujours. On est voilà. Et everybody is smart. Tout le monde est intelligent. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Gavache, CEO de Paon Paon, et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Bienvenue sur le podcast Origine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que c'est ton premier podcast ? C'est mon premier podcast, oui. C'est vrai ? Ouais, je suis déjà passé à la télé plusieurs fois, mais je suis assez discret normalement, donc c'est la première fois que j'accepte un podcast. Ouais. Tu as déjà été interviewé du coup ? J'ai déjà été interviewé, j'ai déjà eu quelques gros articles de presse. C'est vrai ? Bon, on va en parler. Mais du coup, si tu es ici, c'est pour parler de ta marque qui va bientôt sortir et qui sort du lot, qui s'appelle Paon Paon. Mais comme on en a l'habitude avec nos invités, on va commencer par parler un petit peu de tes origines, d'où tu viens. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis né à Nice, donc dans le sud-est de la France, d'une famille d'enseignants au soleil, voilà. J'ai grandi dans un petit village de l'arrière-pays qui s'appelle Coaraz, où j'ai rencontré beaucoup d'artistes, quelque chose qui a beaucoup façonné ma vie. Voilà, j'avais eu une grande sœur qui était IMC, donc paralysée. Ça aussi, ça a beaucoup façonné ma vie. Parce que j'ai connu le fait d'être le petit frère d'une gamine que les gens regardaient d'un œil bizarre en se demandant si sa maladie est contagieuse ou pas. C'est vrai. Donc, ça a dû être assez dur au début, non ? En fait, quand on est gamin, on ne se rend pas trop compte, mais on voit vite le regard des gens. Et le pire, c'est de ressentir la pitié, en fait. Il n'y a rien de pire que la pitié. Les gens qui sont comme ça. Donc ça a beaucoup façonné aussi mon parcours. Mais j'étais un gamin plutôt heureux, dans un contexte aimant, comme ça peut arriver souvent dans les familles qui sont perturbées par des situations de ce genre. Et toujours entrepreneur. Il y avait une très chouette chapelle au-dessus de chez mes parents, qui s'appelle toujours la Chapelle Bleue. À Nice, du coup ? À Coaraz. À Coaraz. À Coaraz, dans le village où j'étais. Quand j'avais 6 ans, quand il y avait des gens qui venaient, on était juste en dessous de la chapelle. Quand j'entendais des touristes arriver, je montais en courant j'avais la clé de la chapelle, je faisais visiter la chapelle, je faisais mon pitch et j'étais super content de gagner 1, 2, 3, 5 francs. C'était qui faisait ça ? C'était la communauté de communes ou Pas du tout. C'était moi, on avait les clés de la chapelle. Le maire vous a donné les clés de la chapelle ? Mes parents connaissaient le peintre, s'en occupaient, géraient tout ça. Okay. C'est juste pour te dire, voilà, mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé il y a longtemps. Elle avait commencé là, quoi. Ok, et puis du coup, tu as fait quoi ? Tu as fait un bac... Avant, c'était... Parce que maintenant, c'est des spécialités. Avant, c'était des bacs S, etc. Ouais, on va dire un bac maths. Tu avais un bac maths. Et est-ce que ça t'avait plu ? Tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? J'avais envie de faire plutôt de la musique, donc j'ai fait le lycée musical, un truc qui m'a aussi vachement marqué, qui m'a beaucoup intéressé. Tu faisais quoi exactement dans la musique ? Piano et orgue. De l'orgue ? Ouais, j'ai beaucoup joué dans des grandes églises, sur des grandes orgues. Là, j'ai aussi pas mal gagné ma vie avec ça. Et tu pratiques toujours ? Je ne pratique plus. Non, ça se perd pas, non ? Si ? Ça se perd. Si, ça se perd. Ça se perd, mais il y a tellement de grands musiciens talentueux. J'ai un grand plaisir à aller les écouter et c'est mieux que de pratiquer moi-même. Voilà, mais comment tu as appris l'orgue ? Je ne sais même pas comment est-ce qu'on apprend l'orgue. Au conservatoire. En conservatoire. Voilà. Waouh. Donc, tu as été au conservatoire de Nice ? J'ai été au conservatoire de Nice. J'ai eu des super profs. J'ai eu un prof qui est un grand organiste qui s'appelait Pierre Cochereau, qui était l'organiste titulaire de Notre-Dame à Paris. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, ma vie est une vie faite de rencontres et de chance. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais du coup, tu as préféré choisir le côté études plutôt que le côté musique ? Un parcours un peu plus Ça s'est passé un peu, je dirais, sans que ce soit vraiment un choix. Ça s'est passé comme ça. Tu as délaissé un peu la musique pour tes études ?
En fait, j'ai eu une adolescence assez complexe parce que après avoir perdu ma grande sœur, j'ai eu un petit frère et j'ai perdu ce petit frère dans un accident dans une piscine et donc quand j'étais ado. Mm. Et ça commence à devenir compliqué, quoi. Quand on est à la deuxième perte, que tu as la deuxième fois le Ouais. survivant de ta famille, ça devient quelque chose de... Assez dur, oui. Ouais, ouais, c'est assez traumatisant. Et donc, du coup, je me raccrochais au plus simple. Et le plus simple, c'était les études standards. Ok, oui. Pourtant, je me serais dit que peut-être tu pouvais t'évader à travers la musique. Tu pouvais penser à autre chose. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé. Donc, tu Voilà. es parti plus sur un parcours un peu plus conventionnel. Donc, tu as fait quoi exactement? Tu es parti vers où? Moi, j'ai fait une prépa, une école d'ingé. Ah oui, donc tu étais assez studieux quand même. Une prépa. Moi, je serais pas allée en prépa. Ouais, j'ai eu un truc assez cool. En prépa, alors que je pense que j'étais dans les 10 premiers de ma classe, je me suis fait virer en maths sup C'est pour vrai. des problèmes comportementaux, parce que je pense que j'étais assez trublion, et j'ai été pris donc maths sup à Nice. Je me suis fait virer et du coup après j'ai été pris dans une maths spé à Lyon. Ils ont été super sympas, Ok. ils m'ont accueilli. Ce qui m'a donné la possibilité derrière de passer mes concours et avoir une école d'ingé. Un des grands plaisirs de ma vie, ça a été quand j'ai eu ma première feuille de paye, donc à une vingtaine d'années, enfin 21 ans. Ça a été de l'envoyer au proviseur du lycée où j'avais été viré en maths sup parce que je gagnais déjà à peu près 5 fois ce qu'il gagnait, quoi. C'est vrai? Voilà. Ah oui, parce que du coup, non, c'était pas de l'alternance. Qu'est-ce que tu travaillais à côté de tes études, c'est ça? Ouais, j'ai été embauché, j'ai réussi à me faire embaucher en cours d'études dans un centre de recherche à EDF et à avoir un très beau contrat. Donc pendant ton école d'ingénieur. Pendant mon école d'ingé, ouais. Waouh. Et donc tu faisais quoi exactement chez EDF? J'étudiais un truc sur les micro-ondes et le fait de souder avec des micro-ondes. Ok. Un truc, Et ça t'avait plu? Non. T'es resté combien de temps là-bas? Exactement. Je pense que j'ai tenu quand même 1 an et demi en tout. Ouais. C'est que ça bougeait pas assez pour toi. T'as l'air d'être quelqu'un qui a pas mal d'énergie quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça ne bougeait pas assez. Il y avait des gens fantastiques, c'est une boîte extraordinaire, mais je me retrouvais pas par rapport à mon profil qui est un peu suractif, quoi. Ouais. C'était pas le bon rythme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça, après EDF? C'est toi qui as décidé de partir, du coup? Ouais, c'est moi qui ai décidé de partir. À 20 ans, c'est ça? 22? À 22 ans, je suis parti d'EDF, donc j'ai claqué une dème dans une période où il y avait vraiment pas beaucoup de boulot. Mais ça m'a pas du tout dérangé. C'était quand, dans les années... C'était en 92. Ok. Donc mes parents étaient catastrophés parce que c'était une des plus grosses crises de l'emploi qu'ait connue la France à cette période-là. Et en plus, t'avais un bon salaire. J'avais un très bon salaire, un très bon titre. T'as vraiment tout claqué du jour au lendemain. Ah ouais, comme ça me gonflait. D'accord, ok. Et je n'avais rien de visible. Et là, je me suis mis à chercher autre chose et j'ai été intégré dans le groupe Pinot. Ok. Dans la division Iéna Finance Industrie, qui avait une partie industrielle du groupe Pinot et donc dans des boîtes dans le bois. Voilà. En fait, du coup, j'ai l'impression que l'école d'ingé t'a quand même servi à toucher un petit peu à pas mal de choses. Une école d'ingé, c'est assez généraliste et ça permet de rebondir. Ouais, je recommande aux jeunes, s'ils peuvent, avoir des parcours qui leur donnent ce qui s'appelle un MSC aujourd'hui, que ce soit une école d'ingé ou à la fac, mais un vrai master. C'est un passeport pour le futur. En fait, c'est un passeport de liberté, quoi. Oui, mais moi, je ne savais pas, mais j'ai parlé à un homme aussi qui avait fait une école d'ingé, mais en Angleterre, et qui ensuite, à la suite, il est parti dans la finance, il est parti dans le trading, etc. Mais je ne me suis pas dit qu'une école d'ingé pouvait ouvrir ces portes-là. Je ne savais pas. Ouais, en fait, l'école d'ingé, c'est le passeport pour faire plein de trucs. Derrière. Okay. Et donc, tu as été chez Pinot? Donc là, j'ai été chez Pinot, j'ai fait du redressement d'entreprise, de la direction d'usine, j'ai appris à travailler donc du coup directement avec des ouvriers et des techniciens et je trouvais ça génial, c'était une expérience de vie très riche. Ok.
J'ai dirigé une boîte qui fabriquait des cuisines dans le nord-est de la France. Ok. Voilà, donc très... Donc, tu as fait pas mal de choses quand même. Ouais, je fais pas mal de choses. Ok, et en fait, je me pose la question. Donc, toi, tu as un petit peu ce parcours d'entrepreneur où tu as été un petit peu partout. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce qui t'animait? Juste, tu prenais la première opportunité qui venait là ou Ah non, pas du tout. Je prenais un projet qui me faisait rêver. J'avais vraiment besoin de sentir quelque chose. Donc, je rencontrais des gens qui me proposaient des jobs ou pas, d'ailleurs. Et si je trouvais le projet chouette, ça me donnait envie et j'y allais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a mené à ton projet d'aujourd'hui à Paon Paon? Alors, avant d'arriver à Pampan, j'ai eu un gros parcours industriel. Après Pinot, j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Renault. Ok. Du coup, c'était dans les années 2000, du coup. Quelque chose comme ça? En 96, je suis rentré chez Renault. 96, ok. En 96, je suis rentré chez Renault, où j'ai pu faire tout un parcours d'ingénieur jusqu'à CPO. CPO, des Amériques latines, directeur des achats, Chief Procurement Officer, Ok. pour l'Amérique latine, du groupe Renault-Nissan, Mhm. donc là du groupe, où là j'ai pu gérer des projets de plusieurs milliards d'euros de budget. Wow. C'était quoi ton rôle exactement? T'as géré quel Mon genre de rôle, projet? c'était de piloter toutes les appros, les achats, les investissements. C'est un très gros rôle. Hein. Voilà, Ouais. c'est un très gros job. J'arrive même pas à imaginer. Voilà, si tu peux imaginer. Voilà, donc ça a vraiment été une super expérience, Ok. de 96 à 2008. T'avais un rôle quand même assez important. Ouais, j'ai terminé par un rôle... Tu peux nous donner un important. exemple de quelque chose de super important qui s'est passé chez Renault pendant que tu étais CPO? Là, j'ai fait partie de l'équipe qui s'est plantée sur le rachat de Volvo, et j'ai fait partie de l'équipe qui a réussi le rachat de Nissan. T'as équilibré les choses, Voilà, ça va. j'ai équilibré les choses, donc des choses assez marquantes quand même. On parle d'enjeux colossaux. Mhm. On parle aussi de beaucoup d'argent aussi. On parle aussi de beaucoup d'argent, on parle aussi d'éthique, de mode de fonctionnement. J'ai des anecdotes assez marrantes. Quand j'ai Renault pris le poste de CPO pour le Brésil, enfin pour l'Amérique latine, Brésil, Argentine, Chili, etc. Mhm. Quand j'ai pris mon poste le lundi matin, je reçois un coup de fil du patron de Goodyear local qui me dit ah ben voilà, vous allez avoir des pneus pendant 3 heures et ensuite vous n'aurez plus de stock et on peut commencer les négociations. Donc c'était vraiment un chantage. Ok. Donc, Tu venais juste d'arriver. Je venais juste d'arriver, c'était mon lundi matin. Je dis, et je dis ah bon, bah écoutez, T'avais pas la visite? j'ai pas mon agenda encore, je vous rappellerai la semaine prochaine. Il me dit, mais vous avez 3 heures de stock. Je dis, moi je m'en fous, je vous rappelle la semaine prochaine. Et C'est rien passé. J'ai appelé immédiatement Louis Schweitzer, hein, le président à l'époque, et je lui ai dit, bah, voilà, on va être obligé de fermer l'usine, parce que dans l'automobile, arrêter une chaîne de production, il n'y a rien de pire. Mhm. Et pour moi, un truc incroyable, c'est qu'il y a eu mais aucun problème. C'est-à-dire que l'éthique de cette entreprise était le cadre qui est responsable de son activité prend une décision qui est extrêmement dure. Il a toute l'entreprise avec lui. C'est vrai. Ils t'ont suivi, du coup. Ah oui, ça a été suivi. On a effectivement arrêté la prod. On a eu des systèmes de dépannage, d'envoi de pneus depuis la Turquie vers le Brésil. Putain. La femme qui gérait les pneus a été extraordinaire. Elle m'a énormément aidé. Enfin, ce qu'il y a de génial, c'est de se dire une énorme entreprise comme ça, dans une situation de crise, l'humain prévaut. Et pour moi, ça, c'était une très, très grande leçon de vie. Et ils t'ont fait confiance. Et ils m'ont fait confiance. D'accord. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, basically, le gars, il t'a fait du un des distributeurs, t'a fait du chantage. Un distributeur m'a fait du chantage. Je n'ai pas voulu rentrer dans le chantage. C'est juste un exemple, hein, parce que j'en ai plein comme ça. C'est pour te parler de la grandeur qu'il peut y avoir de la grandeur humaine, quoi, qu'il peut y avoir dans ce type de boîte. Et à partir du moment où je n'ai pas voulu rentrer dans son chantage, je me suis retrouvé avec l'intégralité de la boîte à mes côtés, quoi. Et ça, c'est juste incroyable. Ouais. Bon, je n'imagine pas. Est-ce que tu peux juste mettre ton micro, enfin, ou le tourner, en fait, parce que le micro, il détecte le son comme ça, genre. Tu crois qu'on a été coupé? Non, D'accord, t'inquiète. okay. C'est juste que j'ai vu qu'à un moment, il y avait... Ok. Mais il n'y a pas de souci.
Attends, du coup, on va reprendre à Renault. Ok. Donc, ça a été quand même une grande expérience pour toi, donc d'être CPO là-bas. Ouais, Renault, c'est une grande expérience avec une grande expérience humaine avant tout, avec beaucoup de rencontres et beaucoup d'enjeux. Ouais, je vois ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à quitter Renault? Parce que tu en parles vachement bien. En vrai, ton job avait l'air quand même d'être assez... Enfin, tu vois, tu devais négocier pas mal. Il était assez mouvementé, on va dire. Qu'est-ce qui t'a fait Alors, j'ai eu une partir super dessus? carrière avec un très haut niveau de rémunération, des jobs hyper intéressants. Donc, a priori, tout était parfait. Et puis, tu voyageais là-bas, non, j'imagine? Ah bah, je voyageais énormément. Ouais. Enfin, on peut voir tous les atouts absolument fantastiques. Et c'est vrai, je remercie les gens qui m'ont fait confiance et l'entreprise pour cette prodigieuse carrière. Mais en 2008, quand j'ai quitté Renault, il y avait de très grosses tensions au niveau du mode de fonctionnement dans l'entreprise qui a conduit à des vagues de suicides chez les cadres. D'accord. Et quand on fait partie des cadres dirigeants d'une entreprise, ben, on se sent responsable de ce qui se passe, du mode de fonctionnement. Et donc, bah, je ne pouvais pas me sentir associé à ça. C'était vraiment pas possible. Ça a été vraiment un choc. Moi, j'étais jeune, hein, je venais de Ouais. naître, quoi. Mais du coup, c'était une affaire qui a été médiatisée ou, Oui, ça a été une affaire qui a été médiatisée. C'est très compliqué de comprendre pourquoi des gens Ouais, ce qui en s'est arrivent au passé. suicide. Enfin, c'est pas du tout la volonté de l'entreprise. Tu l'as Comment- ressenti, toi, à cette époque? Ah oui, clairement, oui. Clairement, ce sont des erreurs de management totalement involontaires. C'est-à-dire que ce sont des paquebots colossaux et on ne se rend pas compte de la puissance du paquebot si on le dirige mal. Et le fait que l'on puisse blesser des gens. Donc, c'est pas du tout arrivé dans mes équipes, heureusement. Mhm. Mais je dois avoir l'humilité de reconnaître que ça aurait pu m'arriver. Voilà, enfin, c'est... gens sont arrivés à se suicider n'est pas une boîte dans laquelle je pouvais rester. Non. Donc, tu as décidé de quitter Renault. Donc j'ai décidé de quitter Renault. J'imagine que tu as eu pas mal d'opportunités après ça, quand même, après ce poste. Ah ouais, j'ai eu aucun problème pour retrouver un job. Là, ça allait et j'ai choisi de rentrer dans le conseil, chez Capgemini, parce que j'avais déjà une petite expérience du conseil. Pendant que j'étais chez Renault, et en toute transparence avec Renault, j'avais acheté une boîte de conseil. Enfin, j'avais été invité à prendre des participations dans une boîte de conseil, pour être très honnête. Sur le côté. Sur le côté, c'est une partenaire aujourd'hui. Donc la boîte s'appelle Parceiros au Brésil, Parceiros Consulting. Et cette boîte... Et tu la diriges aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en possède 50%. Ok. Voilà, j'ai la chance de posséder 50% de ce très beau cabinet. Voilà. Donc c'était un cabinet de conseil en quoi? C'est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la gestion de crise dans les comités de direction. Ok. Et ils sont combien exactement dans la boîte? On a plusieurs sparring partners. Après, c'est assez confidentiel. On ne rentre pas dans les détails sur ce mode de fonctionnement. Comme on intervient dans des comex d'entreprise, on ne peut pas trop communiquer sur ce que l'on fait. Pas de souci. Mais donc, toi, tu as une qualité de dirigeant moins que expert? Ah, moi, j'ai une qualité de dirigeant et d'expert en technologie. Ok. Et donc, tu la tiens aussi aujourd'hui, cette boîte? Oui, absolument. Donc, tu te déplaces toujours? Donc, je me déplace toujours. Je vais au Brésil. Voilà, tu dois avoir un super bon espagnol, du coup. Je viens de refaire l'erreur. Hein, en off-cam, j'ai dit espagnol, non, en portugais. En portugais, pour moi, c'est pas un problème. Par contre, pour un Brésilien, il peut mal le prendre. Oui, mais c'est vrai. Mais du coup, ouais, tu parles bien portugais, etc. Je parle couramment le portugais. Ouais. Donc, tu vas assez souvent là-bas? Au moins 3 fois par an, 3-4 fois par an, ouais. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu as ta boîte là-bas. Ouais. Et à côté, tu as monté Pas en Paon. Voilà, Pan, ça c'est pour moi la plus belle aventure entrepreneuriale de ma carrière, hein, ce démarrage, le pari le plus fou. Et c'est ça qu'on attend, dont on va parler. Tu vas nous raconter. Mais du coup, comment tu as eu l'idée? Pourquoi ce secteur? En fait, tu as fait quand même pas mal de secteurs. Pourquoi ce secteur-là? Qu'est-ce que Pas en Paon déjà? Alors, ce sont des questions très différentes. Hein, tu as posé plein de questions. Pardon. Ok, juste, qu'est-ce que Pas en Paon?
Alors, Pan, c'est une nouvelle maison de souliers de luxe féminins, dont l'ambition est de devenir la nouvelle maison du luxe française. Le mini Hermès, ce que tu Mini, voilà. Disons que Hermès, pour moi, est un modèle. Le luxe français est un modèle d'une façon générale, mais dans ces modèles, Hermès est celui qui m'inspire le plus. Dans le sens où c'est une entreprise basée sur des liens familiaux et amicaux. Oui. Pan, c'est la même chose. C'est une boîte qui est à la fois familiale et amicale. Et bon, pour le moment, la comparaison avec Hermès s'arrête là. Si ce n'est sur le niveau d'exigence, je pense qu'on se met le même niveau d'exigence que peut se mettre Hermès dans sa qualité de produit. Voilà, bon, on va en discuter. Moi, ma première question, c'est est-ce que tu as déjà baigné dans ce domaine du luxe, de la mode, etc. Et comment est-ce que tu en es arrivé à avoir l'idée de Pan? Alors, j'ai toujours eu une forte sensibilité pour le beau, la culture du beau, de l'art. Donc, c'est une partie de la réponse. Je ne suis pas issu de la mode, mais... C'est ta maman qui était artiste ou... Oui, ma maman est artiste peintre en même temps que prof. Oui. Donc, j'ai eu un véritable éveil au beau. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des gens comme Chagall, comme voilà, des trucs incroyables, des rencontres, et donc des gens qui m'ont vraiment inspiré sur la compréhension de ce qu'est le beau et le sens que ça a. Le luxe, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si je mélange l'artisanat, le beau et la qualité, je pense qu'on va retrouver ce que l'on veut définir comme un produit de luxe. C'est très beau ce que tu viens de dire. J'adore. Mais du coup, l'idée vient d'où? Et quand est-ce que ça t'est venu, cette idée? Toujours une histoire de rencontres. Hein. La vie est faite de rencontres et de chances de rencontrer des gens. Après Capgemini, j'ai fondé une start-up spécialisée en intelligence artificielle et en smart city. Donc, on est très loin de ces univers. Tu m'avais dit que c'était en 2008 en plus. En 2008. Donc, on ne parlait pas du tout. Ça n'existait pas. Pas du tout. Voilà, il fallait vraiment avoir des notions dans des trucs qui s'appellent Rancher, Docker, etc. Wow. Enfin, des trucs qui n'ont strictement rien à voir en termes d'accessibilité par rapport à ChatGPT. Donc, une boîte de geeks qui a très bien fonctionné. Et, que tu as revendu, du coup? Oui, qui appartient aujourd'hui au groupe Kérus. Et dans ce parcours, j'ai fait des rencontres avec des personnalités incroyables. Donc, quelqu'un qui est le DGS d'une ville, donc directeur des services généraux d'une ville, dont je tairai le nom par discrétion. C'est devenu un ami. On a travaillé ensemble. C'était déjà quelqu'un que je connaissais, mais c'est devenu un ami. Et quand j'ai décidé de quitter Eridanis, il m'a mis en relation avec sa femme, qui m'a mis en relation avec une amie à elle, etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à rencontrer la créatrice d'une marque de souliers qui avait besoin de rebondir, qui avait besoin de créer autre chose. On a fité, on a travaillé ensemble et puis voilà, on a décidé de fonder la maison Pan. Donc tu es cofondateur? Je suis cofondateur, je suis le DG, je suis le directeur général de cette entreprise. Vous la montez à deux? Oui, on la monte. Enfin, il y a aussi un paquet de personnes qui nous font confiance, qui sont avec nous, qui nous épaulent. Donc, il y a des actionnaires. Et c'est là où je dis c'est une affaire d'amis et de famille. Voilà. D'accord. Et donc, ton associé, avec qui tu as commencé à présenter cette idée de Pan, c'était elle qui avait elle avait peut-être la technique. Elle avait le métier du luxe. Elle a le métier, pardon. C'est Aurélie. Donc Aurélie a tout à fait le métier du luxe. C'est une créatrice d'un talent extraordinaire. On pourra regarder un petit peu ses produits. Enfin, c'est quelqu'un dont le talent est juste génial. Et c'est un talent qui va bien au-delà du coup de crayon parce que elle sait travailler avec les ateliers. Les ateliers sont à Milan. Elle sait dessiner le produit. Elle a une sensibilité pour imaginer des lignes
intemporel. Et donc ça, c'est juste chouette. Et on s'est dit, si on mélange mon savoir-faire d'entrepreneur, industriel et son savoir-faire de créatrice dans le luxe. Vous étiez complémentaires. On est complémentaires. Ouais. On est complémentaires et on peut partir sur des projets complètement fous. Et donc, vous êtes partis sur un projet complètement fou. Donc on est parti sur un projet complètement fou où on s'est dit, on veut se mettre au plus haut niveau du luxe, donc au plus haut niveau d'abord du produit, parce que c'est ça qui est important. Et les premières ébauches de ce projet, c'était en quelle année, juste pour se situer? La décision de lancer Pampan a été prise au mois d'août de l'année dernière. D'accord, ok. Voilà, l'entreprise a été créée au mois de décembre et là, nous sommes en phase de lancement. Ok, donc il va bientôt sortir, du coup, la marque. Donc, on va essayer d'un peu creuser tout ça. Donc, d'où vient le nom Paon déjà? Le nom Pampan vient d'un travail qui a été réalisé, c'est un vrai métier, hein, le branding. Ça, c'est un travail qui a été externalisé, qui a été réalisé par l'agence Havas. D'accord. Et l'agence Havas a été captivée par notre projet, a décidé de travailler avec nous, nous a permis de travailler dans un esprit ultra collaboratif alors qu'on était naissant, ce qui est très chouette, parce que des fois on se dit, et ça c'est un truc qui est important je pense pour les entrepreneurs, des fois on se dit j'ai pas encore la taille pour travailler avec un tel ou un truc comme ça. En fait, il faut pas avoir peur, hein, c'est no fear. Quand on a un vrai projet, voilà, on peut travailler avec les meilleurs dans la pub. Une fois qu'on a fait Havas, Publicis, Australigad et BETC, on a les 4 grands de la pub mondiaux. On a de la chance, les 4 sont français en plus. Et voilà, il ne faut pas avoir peur. Et travailler avec eux, pour nous, ça a été juste incroyable. Donc c'est eux qui ont dit qu'il fallait définir différents univers autour de ce que l'on voulait faire. Ils ont travaillé sur 6 univers, avec 2 noms sur chaque univers, et on a retenu un univers et un nom. Voilà, Pan. Pourquoi Pan? Le pan, déjà, est un animal qui est inspirant, qui est magnifique, qui a une très belle connotation dans le monde entier. Oui. C'est très difficile pour un étranger de bien prononcer Pan. Et ça, c'est une énorme qualité, parce que le chic à la française, c'est d'avoir un petit twist. J'y avais pas pensé. Voilà. J'y avais pas pensé. Tu vois, c'est... bien sûr. Un anglais, Pan. Enfin, je demanderai à ma famille c'est justement, il faut que tu demandes à ta famille. Voilà, on l'a fait tester dans différentes langues et ça donne une mélodie. Et puis, il y a le petit charme français. Et ton côté musical qui ressort donc de ton enfance. Alors, le côté musical est un lien que j'ai avec Aurélie. C'est vrai? Aurélie est issue ou très proche de l'univers de la danse. Ça fait partie de l'ADN aussi de la marque, parce qu'elle voulait vraiment créer des chaussures qui subliment la posture de la femme. Donc ce sont des chaussures qui sont des talons, qui sont des talons avec une notion de confort et d'équilibre. En disant, la chaussure à talons, c'est quand même raffiné. Je vois une jeune femme, et c'est formidable, qui porte des talons, c'est super, bravo. C'est des tendances que l'on voit chez les jeunes. Les jeunes en ont marre d'être en basket. Elles ont... J'ai jamais aimé être... J'ai toujours aimé avoir mes petits talons. Avoir un petit style, un petit Exactement. truc. Je me sens toujours mieux sur des talons. Et il y a très peu de travail de fait sur la posture. Là où Aurélie a fait quelque chose de prodigieux, c'est qu'elle a vraiment étudié la posture, l'équilibre, pour que la démarche soit jolie et pour que chaque femme se sente belle parce qu'elle est en équilibre. Donc avec les talons de Pan, je pourrais aller danser? Ah, complètement. L'idée, c'est que tu puisses les porter pour travailler et ne pas être fatigué, aller danser et rentrer tout en étant bien. C'est ça la promesse de la marque. Je ne pourrais pas aller danser avec ces talons. Non, je ne pense pas. Mais super. Mais du coup, tu nous as ramené des prototypes. Ouais. Est-ce que tu pourrais j'ai ramené des vrais produits et des prototypes. Nous les montrer. Alors, parce que du coup, ils ne sont pas encore commercialisés. Donc là, la caméra, ils sont ici. Alors ça,
Voilà un produit Elles sont iconique, super la Mina. Et Donc, elles sont faites en quoi? donc tout est en cuir de veau. Mhm. Tout est fait à la main. Les colorants sont naturels pour ne... Je peux voir celle-là? Voilà, tu peux les voir, bien sûr. On est sur de la chaussure Ouais, extrêmement légère pour ne pas fatiguer Oui, c'est vrai la qu'elle... démarche. ouais. Voilà, et avec une cambrure qui est. Je qui est l'aurais très essayé étudiée. si c'était ma taille. Voilà, tu me l'aurais dit Non, la elle est prochaine super fois, belle. je t'amènerai ta pointure. Il n'y a pas de souci. c'est- En plus, avec paon. Donc, elles sont fabriquées à Milan, Elles celles-là. sont fabriquées à Milan. Wow. À Milan, tout est fabriqué à Milan, à la main, dans un très bel atelier. Et le fait que ce soit une femme qui soit designer, c'est une femme qui crée pour les femmes, quoi. C'est une femme qui aime Ouais. les femmes et qui va créer pour les femmes. Waouh. Donc, la sortie, la commercialisation de ces... Alors, la Mina Noire, elle est commercialisée. Ça a démarré au printemps de New York, printemps Haussmann, chez 58e rue Montmartre. Et nous allons avoir une boutique éphémère du 20 juin au 15 juillet au Sofitel Saint-Honoré, à côté de la place de la Concorde. À Paris, du coup? Ouais, à Paris. Ok. Ensuite, on va avoir notre site. Je pense Donc, officiel, donc votre boutique officielle, c'est ça? Ouais, on va avoir d'abord une possibilité de vente en ligne Ok. Que vous allez à partir commencer. de début juillet. Ok. Voilà. Ok. Le site, je pense que ça sera un chouette site. Enfin, on travaille beaucoup dessus. Il y a des ébauches et rien que le site vitrine, il est absolument magnifique. Merci. On mettra le lien en description, mais il est absolument magnifique. Oui, Et puis, vous avez fait des shootings aussi que j'ai vus. Alors, on a fait une campagne à Biarritz. Ok. Qui a été tournée le 10 juin, une très très belle campagne où je pense qu'on on va avoir des photos qui vont faire histoire dans un lancement de boîte de la mode, parce que c'est incroyable. Ouais. Même chose, on a eu la chance d'avoir un très grand nom de la photographie avec Luc Braquet. C'est quelqu'un qui est une super mannequin qui est magnifique, un très beau site. Enfin, voilà. Aujourd'hui, les planètes s'alignent, tout est beau, c'est magnifique. Voilà, donc le site va être lancé au mois de juillet. Ouais, le site va être lancé dans la première quinzaine de juillet au plus tard. Ok. On passe du temps pour le lancer parce que j'ai mis comme cahier des charges sur le site qui soit une référence en termes de beauté, hein, donc au-delà de ce que font les grands qui m'inspirent comme Miu Miu, Gucci et autres, en termes de beauté, et aussi pratique à l'achat qu'un Amazon. Donc voilà, il y a des équipes... Normalement, faire un site, ça prend 2 semaines. Ouais, mais surtout s'il y a une côté marketplace aussi, ça va être un peu plus long aussi. Ouais, mais tu vois, tu connais ça avec la blockchain. Il y a des modules standards que tu vas implémenter pour la marketplace. Et en fait, j'ai tout fait redévelopper pour qu'on ait un nouveau standard. Voilà. On pourrait s'allier pour pouvoir payer en crypto. Complètement. Ça serait fantastique. Eh ben, écoute, alors ça fait partie des sujets qui pour moi, font partie de la modernité. Donc, la réponse, oui, bien sûr. Ah oui, non, les investisseurs crypto, ils sont absolument fans de ça, de pouvoir utiliser leur crypto-monnaie justement pour acheter des articles de luxe. Voilà. Donc, je dis oui, bien sûr, parce que... on est résolument tourné vers la modernité avec notre marque. Et donc après, la boutique officielle, tu penses qu'elle sera lancée d'ici quand? Alors là, j'ai des négociations en cours pour m'installer dans une boutique sur Paris. Sur Paris, ouais, d'abord à Paris. Ok. Peut-être à Milan. Après, on verra. Tu sais, ouais. Je veux déjà commencer à ancrer la marque dans une ville. Hein. Je pense trop vite, moi aussi. Non, mais on a déjà New York avec le printemps où on veut vraiment bien s'installer. Je pense que Paris et New York sont les premières cibles. Peut-être ensuite l'Amérique latine. C'est vrai? Ouais. Mais c'était attaché là-bas, donc c'est assez attaché. Non, mais super. Et du coup... Et puis l'Asie, bien sûr. L'Asie? Ouais. Tu vises où exactement en Asie? Pour le moment, on n'a pas encore arrêté nos choix, mais c'est forcément, très certainement, Chine et Japon. Ouais. Tu parles japonais un peu. Un petit peu. On en a parlé. Voilà.
Non, mais super. Et du coup, c'est trop bien. Et donc, la boutique, tu l'avais relancée d'ici quand? J'espère en mois de septembre. Ah, mais c'est quand même assez rapide. Oui, ça fait partie de... Ouais, j'aurais pensé plus fin d'année, mais ok, Non, super. Et j'espère t'as mois de une idée septembre aussi sinon... de comment tu... Parce que tu sais, si là pour l'instant, tu vois, c'est tout un univers, pas. Oui. Ta boutique aussi, j'imagine que ça va être un univers assez différent. Quand tu vas rentrer, tu vas ressentir tout ça. Et est-ce que tu as déjà des idées? Est-ce que tu as déjà des gens avec qui tu vas travailler Alors, on a déjà des idées, on a aussi des recrutements en cours, on regarde... Enfin, les idées, c'est pas ce qui nous manque. Ouais, ça se voit. Voilà, entre Aurélie et moi, je pense qu'on est bien complémentaires pour des idées. Aurélie souhaite créer une nouvelle expérience client en boutique. Donc, on va tester des trucs déjà avec le Printemps de New York, mais même là, au Sofitel, dans la boutique du Sofitel, on va tester des trucs, pas de présentoir, une autre expérience client. Ok. Et moi, j'ai une question, c'est parce que du coup, donc, t'as pas réellement baigné dans cet univers du luxe, etc. Bon, tu as forcément un réseau avec toutes tes expériences, mais comment tu penses que Paon Paon va se positionner? Elle va se positionner, tu penses qu'elle va se positionner naturellement comme une marque de luxe grâce à sa qualité, à la beauté du soulier? Ou est-ce que tu comprends ma question ou pas? Oui, je comprends ta question. C'est une super question. Je partage une conviction avec Aurélie et c'est aussi pour cela qu'on s'est trouvé à travailler ensemble, ce n'est pas nous qui allons nous positionner, ce sont nos clientes qui vont nous positionner. Donc, nous, notre promesse, c'est d'être au top à tous les niveaux, que ce soit en termes de service, de qualité. On veut prendre aussi un virage radicalement opposé à ce qui se fait traditionnellement. On veut pouvoir faire du pre-loved. Qu'est-ce que le pre-loved? Le pre-loved, c'est de la chaussure d'occasion. D'accord. Tu vas acheter des magnifiques escarpins que tu vas porter 2 fois, 3 fois. Et puis, donc, ils sont neufs, surtout dans ces qualités de matériaux. Et tu vas vouloir en changer. Donc aujourd'hui, la solution, c'est de les vendre d'occasion sur Vinted, enfin sur des sites pour cela. Et vous les récupérez? Nous, on les récupère, on change la semelle de propreté, tu vois, là où tu mets ton pied, parce que c'est une question d'hygiène. Donc on a conçu nos produits pour qu'on puisse changer facilement la semelle de propreté. Incroyable, ça c'est hyper innovant aussi. Ouais, ça c'est hyper innovant. Vraiment. On fait les réparations nécessaires pour que le soulier soit vraiment chouette. Ouais. Et on le remet dans le circuit de la vente par nos réseaux de distribution, ce qui va être une garantie de qualité, de luxe. J'ai une question du coup par rapport à ça. Donc tu auras ton site internet avec ta marketplace. Est-ce que du coup tu auras une partie dans la marketplace dédiée à ces articles-là? Oui. Ok. Moi je trouve ça me fascine. Ouais, là c'est une... Donc ce sera des prix qui seront moins chers? Bien évidemment. Ok. Et donc ça sera précisé que ce sont des articles qui ont été du coup retouchés. Voilà, c'est du pre-loved. Le pre-loved, ça permet de rendre le luxe accessible plus facilement, parce qu'on peut ne pas forcément toujours avoir les moyens de s'offrir ces produits. Donc là, dans les grands paris que nous prenons pour notre marque, c'est le pre-loved, de l'innovation et des prix que l'on essaye de faire au plus juste, ce qui est rarement le cas dans le luxe. Nous, on se dit, non, les matériaux que l'on utilise coûtent très cher, la main-d'œuvre entièrement à la main, ça coûte très cher. Tout est fait à Milan aussi. Tout est fait à Milan, mais quand on dit tout, c'est tout, même les boîtes. Ouais. Je peux voir des fois dans les ateliers que je visite à Milan, des boîtes de luxe qui sont sur palette, qui arrivent du Vietnam. Nous, on fait pas ça. Ouais. Voilà, nous on dit, c'est notre croyance. Déjà, je suis persuadé que les jeunes sont extrêmement bien informés. Tu vois, le système du podcast, mais aussi le système des influenceurs. Il y a des influenceurs qui sont hyper pros, qui font un travail fantastique, qui vont étudier les produits. Et pour moi, ce sont eux qui vont faire l'achat de demain, beaucoup plus que les anciens acheteurs traditionnels experts. Entièrement d'accord.
Et du coup, on se dit, mais si on est complètement vrai, au lieu de dire on est RSE, machin, tout ça, si on est complètement vrai, On va jusqu'au bout. on va jusqu'au bout et ça se saura. Voilà. Donc, c'est les paris que l'on prend. Ouais. Gros pari, le pre-love, de dire, ça, c'est un petit peu l'idée aussi qui peut venir d'un parcours automobile. Hein. Une voiture, ça vit plusieurs fois d'occasion. Ah, c'est un gros management quand même, non, d'avoir les retours et tout. Ah oui, c'est un gros management. Vous êtes lancé quand même dans un gros truc. Hein. C'est sûr. Et c'est aussi la promesse de marque de dire, tu achètes, tu peux faire reprendre ton produit. Ouais. Tu n'as pas forcément les moyens de ce produit, tu en as envie. Peut-être que tu vas trouver du prix loft. En fait, Paon, c'est quand tu achètes Paon, c'est pas que pour la marque, mais pour l'engagement aussi derrière. Oui. Okay. C'est ce que l'on. Donc tu vois le positionnement, dire on va avoir un positionnement luxe ou pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on travaille d'arrache-pied pour dire vous rentrez dans un univers de marque. Vous achetez Pampan, vous rentrez dans un univers de marque. Bien sûr. Et moi, ma question, c'est pourquoi Milan ? Tout simplement parce que tu es de Paris ? Enfin, tu es de France ? Non, alors pourquoi Milan ? Tout simplement parce que les plus beaux ateliers pour la chaussure à talons féminins sont à Milan. Parce que tu veux dire que les personnes ont plus de qualifications là-bas ? C'est un savoir-faire. C'est le plus beau du savoir-faire. Alors, selon la typologie de souliers, il y a plusieurs régions italiennes. Mais pour nos souliers, c'est à Milan qu'il y a les plus beaux ateliers, aujourd'hui en tout cas. Donc, tu as ouvert tes ateliers à Milan, mais tu restes quand même sur Paris, toi, de ton côté. Paris parce que Aurélie est parisienne, je suis parisien. Le style, la finesse du style de la création française, c'est vraiment quelque chose. Donc, c'est notre sensibilité de marque. En fait, il y a vous, en fait. Il y a une part de vous complètement, dans la marque. On se met complètement dans cette marque. Moi, ma question, une des dernières questions que j'ai à te poser, c'est où est-ce que tu vois Paon dans 5 ans ? Qu'est-ce que ce serait ton dream life pour Paon ? Alors, pour moi, dans 5 ans, il y a 2 ans pour lancer la marque et 3 ans pour exploser. Donc, c'est un bon timing. Hein. Ouais. C'est un peu une vision de start-upper, mais ayant été start-upper plusieurs fois, j'ai construit effectivement cette vision. Donc, les 2 premières années vont vraiment être dédiées à stabiliser une marque de luxe dans le soulier féminin, de haute artisanalité. Ensuite, on pense être une référence mondiale de ce produit, une des références, d'être connue, quoi. Pour, dans 5 ans, pouvoir commencer à se diversifier et attaquer d'autres secteurs. C'est-à-dire que derrière, dans 5 ans, d'autres secteurs que la chaussure. Dans 5 ans, j'aimerais pouvoir attaquer la maroquinerie, voilà, puis la cosméto, la parfumerie, le bijou, voilà, c'est-à-dire créer une maison en fait. Ouais. Et donc tu comptes te faire connaître Paon par quel biais ? Comment est-ce que tu le vois grandir Paon ? Je compte beaucoup sur le référencement naturel, sur le fait que les clientes soient satisfaites et en parlent. Et je compte beaucoup aussi sur un message extrêmement clair et lisible de notre positionnement, donc de la communication ultra chiadée sur tous les réseaux. Moi, je le vois bien, les danseuses, du coup, plus les danseuses acheter Paon et en parler, ou alors faire des partenariats, je sais pas, avec le Moulin Rouge ou des trucs comme ça. Tu vois, bien associer Paon au Moulin Rouge, ce serait une... Mais tout à fait, j'ai besoin de ce genre d'idées, de ce genre de dynamique, et tu as tout à fait raison. Je crois beaucoup à un partenariat avec une influenceuse que je n'ai pas encore, hein, mais pour moi, ça fait vraiment partie des vecteurs futurs. Le monde a changé, quoi. C'est clair, c'est plus avec de la pub dans le Figaro Madame qu'on va faire exploser la dame, quoi. Même si c'est génial, hein, je respecte complètement et c'est pas ça qui va nous faire exploser. Aujourd'hui, je suis persuadé que l'on doit s'adresser aux jeunes, même si notre clientèle est plutôt autour de la femme qui a déjà sa carrière, de celle qui a 40 ans, qui a déjà réussi un petit peu ça.
Pour moi, ce sont les jeunes qui vont donner la tendance. Et si on arrive à faire envie à des jeunes femmes comme toi, voilà. Tu nous fais déjà rêver. si on arrive à donner envie à des jeunes femmes comme toi, vous serez nos prescripteurs. Oui, bien sûr. C'est évident. Pour moi, il y a une chance inouïe, c'est quand on voit tous les indicateurs du luxe qui sont rouges aujourd'hui, ça s'effondre et tout. Je me dis, mais c'est juste génial. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il y a la chance pour un nouvel entrant, avec une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de se positionner, plus éthique, plus responsable, moins cher. Bon, ce sont des produits chers, mais... une histoire. Oui, une histoire de la qualité, du produit d'occasion. Parce que je suis très content de voir que tu aimes porter des talons. Et puis, t'avais jamais fait de podcast en plus. Non. Mais ça va, c'était super belle discussion. J'aurais juste une dernière question pour toi. Plus sur ton parcours entrepreneur aussi, quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui pour se lancer? 2 choses. No fear, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, faut vraiment pas avoir peur. On rebondit toujours. Non, voilà. Et everybody is smart. Tout le monde est intelligent. Le banquier qui veut pas me suivre, c'est pas des sales cons. Faut écouter les gens, faut comprendre, le salarié qu'il me faut au prud'homme, le machin, tout ça, enfin tout ce qui peut arriver dans la vie, toujours avoir en tête, tout le monde est intelligent. Voilà, okay. Donc pas de peur et tout le monde est intelligent. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Emmanuel, c'était une super session. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir aussi pour moi.